Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. On va parler d'un sujet que vous avez tous déjà vécu à un moment ou à un autre. C'est presque toujours le cas quand on parle de crypto, c'est l'image que les autres ont dès qu'on aborde le sujet des crypto-monnaies. Que ce soit lors d'un repas de famille ou avec des amis ou encore pourquoi pas des collègues au bureau, on entend souvent les célèbres Bitcoin c'est un Ponzi ou encore de toute façon les cryptos ça repose sur rien et mon préféré, je pense, vraiment mon favori, la crypto c'est pour les malfrats. Bref, on nous ressort les grands classiques de l'ignorance à propos des cryptos et je vais vous expliquer pourquoi vos proches ne comprennent pas et même pourquoi ils ne veulent pas que vous vous intéressiez aux cryptos. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptolyse, entrepreneur et investisseur crypto. Et pour commencer, il est important de préciser que quand on ne comprend pas quelque chose, on a peur. Forcément, il y a une réaction forte, et surtout sur un sujet dont on entend tout et son contraire, surtout dans les sources d'informations classiques. S'ils sont abreuvés par les médias traditionnels, ils s'arrêtent là. À cette information, un point c'est tout. Et la crypto, c'est mal, et ils répéteront ce qu'ils ont entendu sans forcément approfondir le sujet. Il faut rester compréhensif car cela a probablement été votre cas à un moment donné, quand vous avez découvert ce monde, le monde de la crypto. Je le sais, ne faites pas les timides. Je suis sûr et certain, et ça a été le cas de beaucoup d'entre nous. Bon, ça n'excuse pas tout, mais il faut aussi comprendre que ça va encore plus loin. Et oui, plus vos proches sont attachés à vous, plus ça les touche, car la réalité, c'est que la crypto, c'est risqué. Et plus c'est risqué, plus ils ont peur pour vous. Et c'est normal. Vous n'allez pas dire à quelqu'un que vous aimez, vas-y, fonce, il y a un précipice derrière. Surtout quand c'est quelque chose que vous ne comprenez pas vous-même. Et qu'on vous abreuve d'informations fausse sur le domaine. Ça ne concerne pas que les cryptos et l'investissement. Moi personnellement, je l'ai vécu directement avec l'entrepreneuriat. Quand j'ai terminé mes études, j'ai tout de suite voulu créer une société et je l'ai fait, mais non sans mal, surtout face à ma mère qui travaillait dans l'éducation nationale et qui ne jure que par le salariat. Bon, je pense aussi que le timing a joué, c'était juste après la crise des subprimes. Et oui, il y a maintenant de ça quelques années, ça passe très vite. Bref, tout ça pour dire que c'est normal et que la meilleure approche dans tout ça, ce n'est pas de les convaincre, mais d'expliquer et de montrer par l'exemple. Attention, je ne dis pas qu'il faut leur montrer que vous allez devenir millionnaire en achetant le dernier NFT ou le dernier shitcoin à la mode, mais plutôt bien de leur exposer la réalité des cryptos. Et pour ça, nous allons attaquer certains des sujets là où nous le pouvons, et oui, nous, c'est très important car c'est notre devoir à tous de montrer l'utilité des cryptos à ceux qui nous entourent. Et on va commencer par l'illégalité des cryptos, et ça c'est un sujet qui est vaste. On entend souvent les crypto-monnaies sont le terrain de jeu des criminels, sont surtout utilisées pour le blanchiment d'argent ou pour encore financer des activités illégales, voire même terroristes. C'est vrai qu'au début, on associait beaucoup le Bitcoin à la notion de Dark Web. Alors, le Dark Web, c'est une partie d'Internet qui est non référencée par Google et où se passent des activités illégales. Quand le Bitcoin a été créé en 2009, il faut dire que c'était une technologie nouvelle, peu comprise, et certaines premières utilisations de Bitcoin ont été effectivement associées au Dark Web, notamment via des plateformes comme Silk Road. Alors Silk Road, c'était un marché en ligne où l'on pouvait acheter des produits illégaux de manière totalement anonyme, et ça a été démantelé notamment par le FBI, ce qui a donné au FBI et aux USA la possibilité de mettre la main sur un grand nombre de Bitcoins. Et cette association a continué à donner à Bitcoin une mauvaise réputation. Alors celle d'une monnaie utilisée principalement par les criminels pour éviter la surveillance des gouvernements et des banques. Et oui, forcément les banques aussi. En même temps, qui n'a pas envie de justement ne pas tout montrer à sa banque ou à son gouvernement? Je me demande bien qui a envie de toute cette transparence. Bref. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Selon un rapport de Chainalysis en 2023, seulement 0,34% du volume des crypto-monnaies était lié à des activités illégales. Donc, cela veut dire littéralement que plus de 99,5% des transactions sont pour des activités légales. En comparaison, les flux financiers traditionnels, eux, sont utilisés pour des activités illégales à hauteur de 2 à 5% du PIB mondial. C'est pas rien, et c'est selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Pas n'importe qui non plus. Donc en pourcentage, l'utilisation illégale de la crypto est quand même bien inférieure à ce qu'on pourrait croire. Et pour aller plus loin, je pense qu'il est intéressant de savoir que 90% des billets de banque en France ont des résidus de stupéfiants. Alors non, ça ne veut pas dire qu'on se drogue, mais ça veut dire que tous les billets, ou presque, ont eu un contact à un moment donné
avec du trafic de drogue. Et je peux vous dire qu'on ne peut pas dire autant pour le Bitcoin et les crypto-monnaies. On est très loin de ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que d'ailleurs, les crypto-monnaies sont surveillées de plus en plus par les régulateurs. De plus, la plupart des plateformes exchange centralisées comme Coinbase, Binance, Kraken, etc. sont désormais quand même très réglementées et suivent des normes strictes en matière de conformité, comme par exemple le KYC, Know Your Customers, pour éviter certains abus, et vont même très loin, notamment dans l'application de la loi TRACFIN, qui permet de pouvoir éviter toute notion du blanchiment d'argent. Et donc tout ça rend plus difficile l'utilisation des cryptos pour les activités illégales. Et de façon générale, l'écosystème des cryptos n'est absolument pas perçu comme une place forte de l'argent sale. Le Bitcoin est au contraire adopté par des grandes entreprises et des institutions financières comme des actifs d'investissement légitimes. Par exemple, nous avons Tesla, MicroStrategy qui ont investi des milliards de dollars en Bitcoin, et on retrouve même certaines institutions étatiques aux USA qui investissent aussi dans Bitcoin. On a aussi des plateformes comme PayPal, donc qui sont internationales, qui permettent maintenant d'acheter, vendre et utiliser des crypto-monnaies dans des transactions quotidiennes. Et cerise sur le gâteau, le Bitcoin a eu son ETF Spot aux États-Unis en janvier 2024, propulsé principalement par BlackRock. Alors ces ETF permettent aux investisseurs d'obtenir une exposition au Bitcoin via les marchés traditionnels sans avoir besoin de détenir des cryptos directement. Et cette adoption par les institutions financières renforce la légitimité de Bitcoin en tant qu'actif d'investissement sérieux et montre clairement que même les plus grands régulateurs financiers reconnaissent son potentiel. Donc, non, les cryptos ne sont pas réservés aux criminels, loin de là. Même si Bitcoin a pu avoir des liens à un moment donné avec le dark web à ses débuts, aujourd'hui il est largement adopté dans un contexte légitime et dans son utilisation dans l'ensemble du monde. Et il fait partie d'un écosystème financier global qui ne cesse de grandir et de se diversifier. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce monde-là, je vous invite à cliquer sur le lien en commentaire en description dans lequel vous aurez accès gratuitement à ma newsletter et à l'ensemble des informations que je propose sur le marché, un ensemble de nouvelles, un ensemble d'analyses concrètes que j'effectue sur les différents projets. Vous aurez le cœur de l'information directement dans votre boîte mail, et c'est gratuit, c'est en commentaire en description. Bon, on revient sur nos proches, et une fois qu'on a éclairci ce point sur la notion de Bitcoin, crypto égale malfrat, et divers financements d'activités obscures, on arrive au grand classique. De toute façon, dans tous les cas, la crypto-monnaie, ça va être interdit. Alors oui, là-dessus, beaucoup de gens pensent que les gouvernements vont tout simplement interdire les crypto-monnaies, notamment parce qu'ils craignent que ces derniers menacent les systèmes financiers traditionnels ou échappent à leur contrôle. Pourtant, la réalité est bien plus nuancée. Alors oui, certains gouvernements ont tenté d'interdire les cryptos, il est vrai que certains pays ont tenté même de bannir les crypto-monnaies. L'exemple le plus connu, c'est celui de la Chine, qui en 2021 interdit complètement le minage et les transactions de crypto-monnaies, notamment de Bitcoin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement chinois a pris cette décision pour plusieurs raisons. Première, limiter le risque financier associé à la volatilité des cryptos, qui était de plus en plus présent dans son économie, et ensuite contrôler les flux de capitaux et protéger le yuan numérique, une monnaie digitale nationale en cours de développement. Il y a aussi une troisième raison, c'est que ça consommait énormément d'énergie, et la Chine a besoin de cette énergie pour continuer son développement, et forcément ça prenait une part trop importante. Mais je pense qu'il est important de noter que cette interdiction n'est pas universelle, et qu'elle est souvent motivée pour des raisons économiques spécifiques à chaque pays. Cela dit, je pense que la Chine reste une exception, et dans la plupart des autres pays, il ne s'agit pas de bannir les crypto-monnaies, mais plus de les encadrer. Le débat de la régulation, mais pas celui de l'interdiction. Alors les gouvernements comprennent que les cryptos sont là pour rester et qu'il est tout simplement impossible de les effacer. La blockchain, qui est la technologie en dessous des crypto-monnaies, apporte de nombreuses innovations et des solutions potentielles aux problèmes des systèmes financiers traditionnels ou des systèmes de gestion de données ou encore de protection des données. Et ils veulent tout simplement éviter les abus et la spéculation qui se trouvent autour. Protéger les consommateurs contre les arnaques, les fraudes ou les investissements hasardeux. C'est pour ces raisons que de plus en plus de pays adoptent des lois et des régulations spécifiques aux crypto-monnaies. Aux États-Unis, par exemple, on observe un cadre réglementaire en évolution. Les autorités américaines, notamment la SEC et la CFTC, sont très actives dans la régulation des cryptos, et l'Union européenne, de son côté, a accéléré le pas en adoptant un cadre très fort qui s'appelle
le cadre MiCA, et qui vise à standardiser et réguler les cryptos au niveau européen. Ce cadre cherche à garantir une utilisation responsable des crypto-monnaies. Il est certain que les cryptos offrent une nouvelle manière d'échanger de la valeur, de créer des applications financières, de résoudre certains problèmes auxquels les systèmes financiers traditionnels sont confrontés, donc il n'y a pas de raison de les interdire. Alors même pour aller encore plus loin, certains gouvernements ont accepté par exemple Bitcoin comme monnaie légale, et on voit que ça se passe plutôt bien. La transformation se fait petit à petit, pas forcément simplement, mais en tout cas ça se fait bien pour une monnaie qui est censée être interdite à l'origine. Et je pense que ça vient d'une généralité où les gouvernements savent que les crypto-monnaies, comme toute nouvelle technologie, peuvent avoir des risques, mais ces risques peuvent être mitigés par une régulation adaptée. Cela permet de protéger les consommateurs tout en laissant les entreprises continuer à innover. Encore une fois, c'est quelque chose que l'on voit aussi sur l'intelligence artificielle, notamment la prise de position européenne qui est un peu drastique au début, qui va encore une fois s'adoucir petit à petit comme on a pu le vivre aussi au niveau de la blockchain et de la crypto-monnaie. D'ailleurs, il serait extrêmement difficile pour les gouvernements de réellement intégrer la crypto. La blockchain est décentralisée, ce qui rend les transactions difficiles à censurer ou à arrêter. En tout cas, c'est vraiment le cas pour Bitcoin, un petit peu moins pour le reste, mais encore faut-il laisser le temps à tous ces écosystèmes de grandir. Même si le pays interdit officiellement les cryptos et Bitcoin, les transactions continuent à se faire via des méthodes alternatives comme l'utilisation du VPN, pour accéder à des plateformes d'exchange étrangères, comme on a pu déjà le voir à plusieurs reprises en 2021-2022, mais je vous rassure, les gouvernements ne vont pas tenir les crypto-monnaies. Ils vont plutôt les intégrer dans le cadre réglementaire pour les rendre plus sûrs et plus accessibles. Donc non, on est loin d'une interdiction, on est dans la voie de la réglementation pour justement les rendre totalement intégrés dans nos normes, voire potentiellement, d'ici quelques années, les voir directement intégrés dans le système financier. Et je pense qu'on peut s'arrêter là sur ce point-là. Une fois que ça a été exposé, déjà, l'explication est beaucoup plus simple pour la suite. Mais on arrive au grand classique lié à l'environnement. Et oui, Bitcoin et l'environnement, on l'a forcément entendu tous, celle-là. Les crypto-monnaies sont mauvaises pour l'environnement, surtout Bitcoin qui consomme l'énergie de la Terre entière. Bref, je pense que vous l'avez entendu, peut-être à un repas, lu ou écouté dans une vidéo. On l'a tous à un moment donné côtoyé cette ineptie. Et on va commencer à attaquer directement dedans parce que c'est l'un des mythes les plus répandus autour des crypto-monnaies et notamment autour du Bitcoin. Et justement, on va se poser la question, est-ce que leur impact sur l'environnement serait si catastrophique que ça? Alors, il est vrai que cet argument contient une part de vérité. Il est essentiel par contre de le nuancer et d'apporter des précisions sur la manière dont les crypto-monnaies impactent l'environnement. Déjà, la critique environnementale est généralement dirigée contre Bitcoin et d'autres crypto-monnaies qui utilisent un mécanisme de consensus appelé Proof of Work, c'est-à-dire la preuve de travail, et ce mécanisme nécessite que les mineurs, qui sécurisent le réseau et valident les transactions, résolvent des calculs complexes pour ajouter un nouveau bloc à la blockchain. Ce processus très compétitif consomme beaucoup d'énergie. Et très souvent, on vous sort des chiffres comme quoi Bitcoin consommerait autant que tel ou tel pays, ou voire même que si Bitcoin continue à évoluer de cette façon-là, il consommerait jusqu'à 30% de l'énergie mondiale. Imaginez bien que ces statistiques sont généralement fausses, ou en tout cas incomplètes. Et oui, il y a des éléments essentiels qui sont souvent omis dans ce débat. D'abord, il est important de noter que le Bitcoin n'est pas représentatif de toutes les crypto-monnaies. D'autres cryptos, comme Ethereum, ont déjà entamé la transition vers des méthodes de validation moins énergivores. En 2022, Ethereum a mis à jour son protocole en passant du Proof of Work au Proof of Stake. Avec le Proof of Stake, au lieu de faire travailler des milliers d'ordinateurs pour résoudre des calculs complexes, la validation des transactions repose sur le staking, c'est-à-dire que les détenteurs d'Ethereum verrouillent une partie de leurs actifs pour valider les blocs. Cela permet de réduire drastiquement la consommation énergétique, et cela montre que le secteur des crypto-monnaies évolue constamment, en cherchant notamment des solutions plus respectueuses de l'environnement. Un autre élément souvent oublié dans ce débat est l'utilisation croissante des énergies renouvelables dans le minage des crypto-monnaies. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle les mineurs utilisent massivement des sources d'énergie polluantes, de nombreux acteurs du minage de Bitcoin adoptent des solutions plus écologiques. D'après un rapport de 2022 du Bitcoin Mining Council, environ 59,5% de l'énergie utilisée pour miner Bitcoin proviennent des sources renouvelables telles que l'hydroélectricité, l'énergie solaire ou encore l'éolien. Et ce que l'on oublie souvent de préciser dans tout ça, c'est que les énergies qui sont utilisées à ce moment-là sont généralement non utilisées, non consommées par la population. Et oui, Bitcoin ne vole pas d'énergie, va même
plus loin, on va le voir dans quelques instants. Et je pense même qu'on peut dire que Bitcoin est l'une des industries les plus avancées en matière d'utilisation d'énergie verte, surtout si on la compare à d'autres secteurs industriels comme celui des infrastructures bancaires traditionnelles. On compare pas leur consommation énergétique, on n'a pas les chiffres sous les yeux. De plus, de nombreux mineurs s'installent dans des régions où il y a des excès d'électricité produite par des énergies renouvelables, souvent non utilisées, comme je vous l'ai dit, par la population locale. C'est souvent le cas de certains projets en Islande ou au Canada où l'hydroélectricité est abondante. Un autre aspect à prendre en compte est que la consommation énergétique du Bitcoin doit être comparée à celle des systèmes financiers traditionnels. Le système bancaire avec ses millions de serveurs, ses agences physiques, ses centres de traitement des paiements et ses infrastructures globales a également une empreinte carbone largement bien plus significative que Bitcoin. On voit bien que même si la consommation énergétique de Bitcoin est élevée, elle reste relativement faible comparée à l'infrastructure des services financiers traditionnels. Je ne suis pas là pour essayer de minimiser l'impact environnemental des crypto-monnaies, mais bien pour vous montrer qu'il faut replacer le débat dans un contexte beaucoup plus global, plutôt que de voir les crypto-monnaies comme mauvaises pour l'environnement. Un point, c'est tout. Il faut reconnaître les efforts faits pour minimiser cet impact, et comme toute technologie nouvelle, des ajustements sont en cours, et les crypto-monnaies continuent de se transformer pour devenir de plus en plus durables à mesure qu'elles évoluent. Et je pense qu'on ne peut pas nier que Bitcoin, dans certains coins du monde, permet de développer des réseaux électriques permettant une exploitation de certaines ressources difficilement exploitables autrement, en donnant une source de revenus à des centrales qui leur permet de déployer plus rapidement leur réseau et de distribuer leur production énergétique aux habitants. De la même façon que le minage de crypto-monnaies permet à certains États américains de réguler leur production. Et oui, le minage de Bitcoin peut être arrêté à tout instant, ce qui permet aux régulateurs de la distribution énergétique de pouvoir moduler son réseau plus facilement en fonction des surconsommations qu'on peut retrouver par exemple dans des périodes de grosse chaleur ou de grand froid. Bref, il faut aller plus loin qu'une simple généralité, et surtout s'intéresser pour se poser les bonnes questions et comprendre réellement ce qui se passe. Si vos proches n'entreront jamais en crypto, c'est parce qu'ils ne se donnent pas la peine. Il faut comprendre, se renseigner et sortir des sentiers battus de l'information classique. Et c'est à nous de faire l'effort de leur donner des informations suffisantes pour aller plus loin dans leur réflexion et se poser les bonnes questions. Et je vous rappelle que vous avez accès à ma newsletter directement gratuitement en commentaire en description, source de bonnes informations justement autour des crypto-monnaies, de Bitcoin et de l'économie. N'oubliez pas que le but ce n'est pas de les convaincre, mais de les éveiller à ce que c'est vraiment. Et ensuite, chacun se fera sa propre opinion, et ça, c'est le plus important.